Épisode 55, l'insurrection des Gilets jaunes. Salut à tous et bienvenue pour ce 55e épisode du podcast. Comme d'habitude, je suis très content de vous retrouver et de pouvoir passer un petit moment avec vous. L'objectif de ce podcast, vous le savez, c'est d'apprendre le français de façon naturelle et si possible plaisante, en apprenant des choses sur des sujets qui, moi, me semblent intéressants et qui, j'espère, vous intéressent aussi. Je suis quasiment sûr que le sujet de cette semaine va vous intéresser parce qu'il m'a été demandé par plusieurs auditeurs du podcast, des auditeurs du podcast qui ont vu aux informations dans leur pays des images assez bizarres, assez étranges de la situation en France. Et en particulier des manifestations qui ont eu lieu à Paris et dans d'autres grandes villes, qui ont vu s'opposer d'un côté des Français habillés avec un gilet jaune phosphorescent et de l'autre côté les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, c'est simplement une autre expression pour désigner la police. Parfois, on dit les forces de l'ordre pour parler de la police. Ces auditeurs qui ont vu ces images, eh bien, ils se demandent mais qu'est-ce qui se passe exactement en France? Pourquoi il y a ces manifestations, ces violences? Et pourquoi ces Français sont vêtus d'un gilet jaune? Pourquoi ces Français portent un gilet jaune? Alors pour commencer, je vais vous expliquer rapidement ce qu'est un gilet jaune, parce que pour ceux qui n'ont pas vu les images, peut-être que vous ne voyez pas bien de quoi je parle. Un gilet, c'est un vêtement qui est comme une veste mais sans manches. En France, c'est obligatoire d'avoir dans sa voiture un gilet jaune phosphorescent qui permet d'être plus visible quand on le porte. Ou également si on fait du vélo dans la nuit et qu'on veut être sûr que les automobilistes, que les conducteurs de voitures nous voient, eh bien, on peut porter ce gilet jaune parce que la lumière des phares des voitures se reflète sur ce gilet et comme ça, on est sûr d'être visible. De la même façon, si on a un problème avec notre voiture pendant la nuit, par exemple sur une route à l'extérieur d'une ville et qu'on est obligé de sortir de la voiture, eh bien, on peut mettre ce gilet jaune, comme ça, on est sûr que les autres voitures qui passent à côté de nous verront et qu'il n'y aura pas d'accident. Voilà, donc comme ça, j'espère que vous voyez un peu de quoi je parle, que vous voyez à quoi correspond ce gilet jaune. Je sais pas si c'est la même chose dans votre pays, s'il est également obligatoire d'en avoir un dans sa voiture, mais en France, c'est la loi, donc chaque Français a un gilet jaune dans sa voiture. Mais maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi ce gilet jaune est devenu le symbole des manifestations qui ont lieu en France en ce moment. Justement, c'est de ça dont on va parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Mais avant ça, je vais faire une petite parenthèse. En général, je ne traite pas vraiment de sujets d'actualité parce que le problème avec ce genre de sujet, c'est qu'après quelques semaines ou quelques mois, eh bien, ils ne sont plus vraiment intéressants. Et moi, j'essaye plutôt de parler de sujets qui vont rester pertinents, qui vont toujours avoir du sens pour les futurs auditeurs qui peut-être découvriront le podcast dans 1 ou 2 ans. Mais aujourd'hui, c'est un peu différent parce que c'est vraiment un thème qui me semble très important et qui va vous permettre de mieux comprendre la société française. En plus, on en parle énormément dans les informations en France. En fait, j'ai l'impression que les médias français parlent seulement de ça en ce moment. Et je sais que certains médias étrangers se sont aussi intéressés à cette question. Donc voilà, j'avais envie de vous donner un peu mon éclairage, ma vision de ce phénomène, et de vous expliquer de manière assez simple de quoi il s'agit. Pour commencer, on va donner quelques éléments de contexte. Ce mouvement des Gilets jaunes, il a commencé vers la fin du mois d'octobre et il est toujours d'actualité aujourd'hui. C'est-à-dire que ce phénomène n'est pas terminé, ce mouvement continue. Donc moi, la lecture que j'en ai et les informations que je vais vous donner aujourd'hui, eh bien, elles sont susceptibles de changer à l'avenir. Peut-être que le mouvement
va évoluer dans une direction différente, peut-être qu'il va s'arrêter la semaine prochaine. Pour le moment, on n'en sait rien, mais je vais essayer de vous expliquer comment il a commencé, quels ont été les événements par la suite et l'analyse que certains sociologues et historiens ont commencé à en faire. Ce mouvement des Gilets jaunes a commencé suite à l'augmentation du prix des carburants. Les carburants, ce sont les énergies qu'on utilise pour faire fonctionner des machines, par exemple des voitures, des avions, etc. Parfois, on dit aussi l'essence. Donc, le prix de l'essence ou le prix des carburants. Le prix des carburants a augmenté en France, déjà parce que le pétrole est un peu plus cher, le prix du pétrole a augmenté, mais ça concerne pas seulement la France, c'est une évolution au niveau mondial. Par contre, la spécificité française, c'est que 60% du prix des carburants correspond à une taxe du gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement français taxe très fortement les carburants, en partie pour financer la transition énergétique. Autrement dit, pour passer d'un modèle où la France consomme beaucoup de carburant d'énergie fossile, donc de pétrole, à un modèle plus vert, plus écologique, plus respectueux de l'environnement. Alors, à première vue, on peut penser que c'est plutôt une bonne idée. D'ailleurs, la majorité des Français est favorable à cette transition énergétique. Les Français veulent bien évidemment protéger l'environnement et protéger la planète. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix de prendre le métro, le tramway ou le bus, par exemple, tout simplement parce qu'ils habitent dans des petites villes et que dans ces petites villes, les transports en commun, les transports publics, sont assez rares. Ces Français, ils ont été directement touchés, directement impactés par l'augmentation du prix des carburants. D'ailleurs, c'est pas la première chose qui les a affectés cette année. Il y a une deuxième décision du gouvernement qui avait été assez mal accueillie, assez mal acceptée par ces Français qui vivent dans les petites villes. C'est la limitation de la vitesse des voitures à 80 km/h. Ça aussi, c'est une décision, une nouvelle loi qui avait été très polémique parce que, tout simplement, ces Français qui habitent dans des petites villes ou en périphérie des villes, eh bien, ils sont obligés de prendre leur voiture pour aller au travail et avec cette limitation de vitesse, ça leur prend bien évidemment plus de temps pour se rendre au travail chaque jour. Ce qui fait que, avec cette deuxième mesure, cette deuxième décision politique d'augmenter le prix des carburants, il y a beaucoup de Français qui ont commencé à être très énervés, à se mettre en colère, parce qu'ils se sentent incompris et ignorés par le gouvernement qui ne prend pas du tout en compte leurs problèmes. On peut dire que cette augmentation du prix des carburants, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ça, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est une expression qu'on utilise en français pour dire que c'est l'élément de trop. C'est la chose de trop. On ne peut pas accepter cette dernière décision. Par exemple, si vous avez un collègue qui est très énervant avec vous, mais que vous décidez d'être patient et de tolérer son comportement, peut-être qu'un jour, il va faire la chose de trop qui va vraiment vous mettre en colère, qui va vraiment vous énerver. Et cette chose de trop, ça sera la goutte d'eau qui fait déborder le vase. En anglais, c'est une expression un peu différente qui concerne un animal, qui concerne le chameau, mais c'est exactement la même idée. Bref, ce mouvement des Gilets jaunes qui a commencé avec cette augmentation du prix des carburants, c'est un mouvement totalement inédit parce qu'il s'est développé sur les réseaux sociaux sans l'aide d'aucun syndicat ni d'aucun parti politique. En fait, ce sont tout simplement certains Français et certaines Françaises qui ont commencé à poster des vidéos sur Facebook pour exprimer leur colère.
Ils ont dit que cette augmentation du prix des carburants, c'était un vrai problème pour eux, que ça affectait beaucoup leur budget et qu'ils étaient énervés contre le gouvernement. Et très rapidement, ces vidéos sont devenues virales, elles ont été vues plusieurs millions de fois, et c'est comme ça que le mouvement s'est mis en place. Il y a un homme qui a appelé à bloquer certaines autoroutes et certaines routes près des grandes villes pour commencer ces manifestations. Il a tout simplement créé un événement sur Facebook et beaucoup de personnes ont commencé à rejoindre ce mouvement des Gilets jaunes. Justement, ce symbole, il s'est imposé assez naturellement parce que chaque conducteur, chaque automobiliste a ce gilet jaune dans sa voiture. Et comme c'était des lois qui concernaient en particulier les voitures, eh bien, ce gilet jaune est devenu le symbole des manifestations et de cette colère d'une partie des Français contre les décisions du gouvernement. Maintenant, on va essayer de comprendre qui sont exactement ces gilets jaunes. Donc, je vous ai dit que c'était des Français lambda, c'est-à-dire des Français comme vous et moi, enfin, plutôt comme moi, parce que moi je suis français et j'imagine que vous, non. Mais quand on dit un Français lambda ou une personne lambda, ça veut dire une personne quelconque, une personne qui n'a rien de spécial, qui est comme toutes les autres. Donc ce sont des Français lambda qui ont rejoint ce mouvement des Gilets jaunes. Et on peut les séparer en trois groupes. D'abord, les plus visibles, ce sont les personnes qui manifestent, les personnes qui participent activement à ce mouvement, au blocage des autoroutes, au blocage des routes et aux manifestations dans les grandes villes. Parmi ces manifestants, il y a un deuxième groupe, c'est le groupe des casseurs, c'est-à-dire des personnes qui viennent en grande partie pour se battre avec la police, pour brûler des voitures et pour faire beaucoup de dégâts, beaucoup de dommages. En particulier, souvent, ce sont plutôt des jeunes et des anarchistes. Le problème, c'est qu'ils concentrent beaucoup l'attention des médias et que certains médias et certains responsables politiques utilisent ces casseurs pour décrédibiliser le mouvement des Gilets jaunes, mais en réalité, ces casseurs, eh bien, ils représentent une minorité du mouvement. Et puis, le dernier groupe, c'est la population française dans son ensemble, parce qu'il faut savoir qu'une grande partie des Français, entre 70 et 80%, selon les sondages, soutient le mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Français qui ne participent pas aux manifestations, mais qui pensent que les revendications des Gilets jaunes sont légitimes et qui décident de soutenir le mouvement, c'est-à-dire d'être en accord et d'apporter leur soutien à ce mouvement des Gilets jaunes. Maintenant, si on s'intéresse plus au profil socio-démographique de ces Gilets jaunes, il faut savoir que ce sont principalement des habitants de province, pas des personnes qui habitent à Paris, mais plutôt des Français qui vivent en province, en particulier dans des petites villes, c'est-à-dire des villes d'environ 50 000 habitants. Pourquoi ce sont principalement ces personnes ? Eh bien, parce que, comme je vous l'ai déjà dit, ces personnes sont obligées d'utiliser leur voiture. Elles n'ont pas accès au transport en commun, comme dans les grandes villes, donc elles sont directement affectées par cette augmentation du prix de l'essence. En général, ce sont des Français qui font partie des classes moyennes et populaires. Autrement dit, des personnes qui travaillent, qui paient des impôts, des taxes, et qui ne profitent pas d'aides sociales, mais qui, malgré leur travail, ont du mal à joindre les deux bouts. Joindre les deux bouts, c'est une autre expression intéressante. Ça veut simplement dire être capable de payer toutes ses factures à la fin du mois. Autrement dit, avoir un budget qui soit à l'équilibre. Joindre les deux bouts. Joindre les deux bouts.
C'est la même expression d'ailleurs en anglais. Donc, une grande partie des gilets jaunes font partie de ces classes moyennes qui ont des difficultés financières malgré leur travail. On trouve aussi des jeunes qui viennent de finir leurs études et qui, malgré leur diplôme, ne trouvent pas de travail. Parce qu'il faut savoir que le chômage touche beaucoup les jeunes en France. Parmi les gilets jaunes, il y a aussi quelques retraités. Autrement dit, des personnes qui ne travaillent plus parce qu'elles sont trop âgées et donc qui sont à la retraite, des retraités. Et la dernière chose, au niveau politique, c'est que ce mouvement des Gilets jaunes rassemble des Français aux idées très différentes, voire parfois aux idées totalement opposées. On trouve par exemple des personnes d'extrême droite et de droite. Ce sont en général les gilets jaunes qui sont le plus opposés à la politique fiscale, qui sont contre les impôts et les taxes, et qui, parfois, malheureusement, commettent pendant les manifestations des agressions homophobes et xénophobes. Donc d'un côté, on a des personnes d'extrême droite et de droite, et de l'autre, on a aussi des personnes plutôt centristes, des personnes de gauche et d'extrême gauche, qui, elles, participent au mouvement pour plutôt lutter contre les inégalités, contre les injustices sociales et le système politique actuel. D'ailleurs, on a identifié qu'une grande partie des casseurs étaient plutôt des personnes d'extrême gauche, plutôt des personnes qui se revendiquent du mouvement anarchiste. Maintenant, on va voir concrètement ce que veulent ces gilets jaunes. C'est pas toujours clair de bien comprendre leurs revendications, tout simplement parce qu'il n'y a pas de leader officiel de ce mouvement, ni de vraie organisation. C'est un mouvement qui était spontané, qui s'est lancé grâce aux réseaux sociaux, comme je vous l'ai dit, donc il n'est pas très structuré. Alors, comme je vous l'ai dit, au départ, les gilets jaunes se sont mobilisés pour combattre cette augmentation du prix des carburants. Mais très rapidement, leurs revendications se sont élargies. Et on a commencé à comprendre que ce que demandaient vraiment les gilets jaunes, c'était une augmentation de leur pouvoir d'achat. Ça, ce pouvoir d'achat, c'est une notion qui est très importante si on veut comprendre ce mouvement des gilets jaunes. Le pouvoir d'achat, c'est tout simplement la quantité de produits et de services que vous pouvez acheter avec une certaine somme d'argent. Et le problème, c'est qu'il y a une grande partie des Français qui a l'impression que son pouvoir d'achat a beaucoup baissé ces dernières années. D'après eux, d'après les Gilets jaunes, cette baisse du pouvoir d'achat, elle est d'abord due à la politique fiscale du gouvernement. Beaucoup de Français ont l'impression que ce sont toujours eux qui doivent payer plus d'impôts, plus de taxes, alors que d'un autre côté, les entreprises ont beaucoup plus de liberté. Et le pire, c'est que ces Français ont surtout l'impression que l'argent public est très mal utilisé. Donc, ils veulent que le gouvernement change sa politique fiscale en annulant d'abord cette augmentation du prix des carburants. Et puis également en réduisant, en baissant les péages sur les autoroutes pour favoriser les personnes qui sont obligées de prendre la voiture. Donc ça, ce sont un peu les revendications de base, de départ du mouvement des Gilets jaunes. Mais je vous l'ai dit, ces revendications se sont élargies et il y en a d'autres qui se sont ajoutées à la liste. Par exemple, maintenant, un autre thème central qui revient très souvent dans le discours des Gilets jaunes, c'est le problème des inégalités. Ces Français ont l'impression que les riches ont de plus en plus d'argent et que les pauvres sont de plus en plus pauvres, bref, que les inégalités augmentent. Donc, pour combattre ça, ils demandent une augmentation des salaires et en particulier une augmentation du salaire minimum. Ils ont aussi d'autres revendications, d'autres objectifs comme un retour de l'âge de la retraite à 60 ans, des revendications écologiques, des revendications féministes, etc.
On peut dire, en fait, si on fait la synthèse de toutes ces revendications, de toutes ces demandes des Gilets jaunes, eh bien qu'il y a un ras-le-bol général. Un ras-le-bol, c'est une expression que vous pouvez entendre très souvent dans les vidéos et parfois dans les médias. C'est un peu la même idée que cette goutte d'eau qui fait déborder le vase. Quand on dit « j'en ai ras-le-bol », ça veut dire « j'en ai assez ». Bref, ce ras-le-bol général, ça signifie tout simplement qu'il y a beaucoup de frustration parmi une partie des Français qui se sont cristallisés et qui ont donné naissance à ce mouvement des Gilets jaunes. Maintenant que vous avez compris qui sont les Gilets jaunes, on va voir un peu quel est leur mode de fonctionnement, comment ils manifestent. Comme je vous l'ai dit, ils ont commencé par bloquer les routes et les autoroutes pour essayer de paralyser la France, pour essayer de paralyser le pays. Et d'ailleurs, ces blocages ont provoqué certains accidents avec des automobilistes et certains blessés. Donc c'est avec ce genre d'opération que le mouvement des Gilets jaunes a commencé, mais très rapidement, il a décidé d'organiser des manifestations dans les grandes villes et principalement à Paris. La première grande manifestation a eu lieu le 24 novembre dans la capitale française, et c'est là qu'on a vu les premiers affrontements, les premiers combats entre d'un côté les forces de l'ordre et de l'autre côté une partie des Gilets jaunes, en particulier les casseurs. Et depuis le 24 novembre, chaque week-end, ces manifestations reprennent. Malheureusement, elles sont de plus en plus violentes. Vous avez peut-être vu des images aux informations. Il y a des voitures qui sont brûlées, des magasins qui sont pillés. Samedi dernier, il y a même l'Arc de Triomphe qui a été vandalisé. On voit que ces violences et l'intensité des combats sont de plus en plus importantes. Notamment parce que les médias accordent beaucoup d'attention à ces manifestations et on peut dire qu'ils mettent de l'huile sur le feu. Ça va être la dernière expression que je vais vous donner pour aujourd'hui. Je pense que c'est une expression assez facile à imaginer, assez facile à comprendre. Si il y a un feu et que vous mettez de l'huile dessus, eh bien, les flammes vont augmenter, le feu va grandir. Et c'est un peu ça que font les médias en cherchant des déclarations chocs et des informations qui vont attirer l'attention de leur public. Mais encore une fois, j'insiste là-dessus, il faut savoir que ces violences, elles sont provoquées par une toute petite minorité des Gilets jaunes, par ces casseurs, et que la grande majorité du mouvement, des Français qui participent au mouvement, sont pacifiques. Ils ne veulent pas de ces violences, ils veulent simplement montrer qu'ils sont en colère et qu'ils ne sont pas d'accord avec la politique du gouvernement. Maintenant, vous vous demandez peut-être quelle est la réaction du gouvernement face à ces manifestations. La première réaction, c'était de discréditer ce mouvement des Gilets jaunes en disant qu'il n'était pas représentatif parce qu'il n'est pas élu démocratiquement comme les syndicats d'entreprise, par exemple. Le paradoxe, c'est que la grande majorité des Français, comme je vous l'ai dit, s'identifient aux Gilets jaunes et soutiennent le mouvement. Ensuite, après avoir essayé de discréditer le mouvement des Gilets jaunes, le gouvernement a déclaré qu'il était impossible de dialoguer parce qu'il n'y avait pas d'interlocuteur, pas de leader officiel parmi les Gilets jaunes. Donc les Gilets jaunes ont désigné certains leaders pour les représenter et ils ont rencontré des membres du gouvernement, mais les discussions n'ont rien donné. Ils n'ont pas conduit à des résultats ou à des mesures. Bref, on a l'impression que le gouvernement semble impuissant, qu'il ne peut rien faire et qu'il reste sourd face aux revendications. Autrement dit, qu'il refuse d'entendre les revendications des Gilets jaunes. Cependant, on va essayer d'aller un peu plus loin, on va essayer de prendre du recul, de prendre de la distance pour analyser un peu ce mouvement. Alors, pour comprendre pourquoi ce mouvement des Gilets jaunes
a pris tellement d'ampleur, a pris tellement d'importance, il y a deux catégories de facteurs. D'abord les facteurs conjoncturels, ceux qui concernent la conjoncture, et de l'autre côté les facteurs structurels, c'est-à-dire les facteurs qui sont plutôt des tendances de long terme. Les facteurs conjoncturels, ça concerne par exemple l'économie, puisque depuis 1 an ou 2, la croissance économique en France a commencé à ralentir. Donc évidemment, ça crée du chômage et beaucoup de difficultés économiques pour une partie des Français. D'ailleurs, certains économistes disent que la conjoncture économique actuelle en France, elle ressemble beaucoup à celle de la fin de l'année 2017, autrement dit juste avant la dernière crise économique. Ce qui veut dire qu'on va peut-être bientôt connaître une nouvelle crise en France et d'ailleurs peut-être même sur l'ensemble de la planète. Ensuite, un autre facteur conjoncturel, c'est la politique actuelle du gouvernement. Les Français sont très critiques vis-à-vis du gouvernement de Emmanuel Macron et de son Premier ministre Édouard Philippe. Autrement dit, ils ne sont pas du tout satisfaits, ils ne sont pas du tout contents des décisions qui sont prises. Par exemple, ils ont découvert que les recettes de la taxe sur les carburants, autrement dit, l'argent que l'État va gagner en augmentant le prix des carburants, eh bien, elle ne va pas seulement servir à financer la transition énergétique. En fait, il y a seulement une petite partie de cette taxe, environ 20%, qui va servir à financer la transition énergétique, et le reste, eh bien, c'est tout simplement pour financer les autres décisions du gouvernement. Donc ça a beaucoup énervé les gilets jaunes. Le dernier facteur conjoncturel, qui me semble assez intéressant, c'est l'attitude du président, d'Emmanuel Macron, qui est perçu par une partie des Français comme un président jupitérien. Jupitérien, c'est un adjectif qui vient du dieu romain Jupiter, parce que Emmanuel Macron lui-même avait dit que la France avait besoin d'un président jupitérien avant d'être élu, et c'est un peu la vision qu'il a de lui-même et de la fonction présidentielle. Autrement dit, pour faire simple, il pense que le président est le maître des autres dieux, comme le dieu Jupiter, et également qu'il est au-dessus de tous les hommes. Ça, c'est une image que les Français n'apprécient pas trop, surtout en ce moment, avec les difficultés économiques qu'ils connaissent. En fait, Emmanuel Macron est un peu perçu comme un aristocrate qui est complètement détaché et insensible à la réalité d'une partie des Français. Ces Français ne se reconnaissent pas du tout dans leur président et ils ont l'impression que leur président ignore complètement leurs problèmes et même qu'il a une attitude méprisante. Une attitude méprisante, donc ça vient du verbe mépriser, qui est le contraire du verbe respecter. Quand on méprise quelqu'un, ça veut dire qu'on n'a aucun respect pour cette personne, qu'on se sent supérieur à elle, et c'est ce que pense une partie des Français. Une partie des Français pense que le président les méprise totalement. Donc ça, c'était les facteurs conjoncturels, et maintenant on va passer aux facteurs structurels pour comprendre ce mouvement des Gilets jaunes. D'abord, je vous ai parlé un peu plus tôt du problème du pouvoir d'achat. Ça, c'est une tendance longue du fait que le coût de la vie en France augmente plus vite que les salaires. Donc, mécaniquement, le pouvoir d'achat d'une partie des Français baisse. Et ça affecte directement les classes moyennes en France. Les Français qui appartiennent à ces classes moyennes ont peur que leur situation économique et financière continue de se dégrader. Ils ont peur que le futur de leurs enfants soit moins bon que le leur. Donc, c'est pour ça qu'ils réagissent et qu'ils essayent de protéger ce qu'ils ont et de récupérer un peu de pouvoir d'achat. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en France, il y a une passion pour l'égalité. D'ailleurs, ça fait partie de la devise de la France, liberté, égalité, fraternité. Et beaucoup de Français ont l'impression
que les inégalités augmentent. En réalité, ça n'est pas vraiment le cas. Les études économiques montrent que les niveaux d'inégalité en France est assez stable, mais malgré ça, beaucoup de Français ont l'impression d'avoir de moins en moins d'argent, tandis que les élites, elles, continuent de s'enrichir. Tout ça, ça fait qu'il y a un sentiment de défiance vis-à-vis des politiciens. Une grande partie des Français n'a plus confiance dans le système politique et dans les politiciens parce qu'ils pensent que les politiciens sont simplement là pour représenter et pour servir les intérêts des élites. Et puis le dernier facteur structurel pour finir, c'est un facteur qui concerne plutôt la géographie. Je vous ai dit que les gilets jaunes viennent de la France périphérique, autrement dit de la France de province, des petites villes. Ces Français se sentent abandonnés parce que dans leur ville, beaucoup de services publics ont fermé, il y a moins de commerce, le chômage est plus élevé, et il n'y a quasiment pas d'investissement public dans les transports parce que les investissements publics sont concentrés dans les grandes villes. Résultat, ces Français se sont complètement abandonnés et pas du tout représentés par les politiciens. Après cette analyse, on peut se demander quel est le futur du mouvement. Que vont devenir les Gilets jaunes ? À vrai dire, c'est assez difficile à prédire. On ne sait pas vraiment quelle direction ça va prendre, mais il y a certains historiens qui font des parallèles entre ce mouvement et la révolution de 1789. Vous savez que les Français adorent faire la révolution, et peut-être que c'est dans cette direction que le mouvement des Gilets jaunes va évoluer, mais à mon avis c'est assez improbable parce que on n'est pas du tout dans le même contexte. Simplement, il va être intéressant de voir si le mouvement va réussir à se structurer et à obtenir des résultats concrets, ou bien s'il va lentement disparaître, surtout que les fêtes de fin d'année approchent. Donc j'imagine qu'une grande partie des Français va avoir envie de passer du temps en famille et pas forcément d'aller manifester à Paris et combattre les policiers. En conclusion, je voudrais dire que ce mouvement des Gilets jaunes, il est assez intéressant parce qu'il ne concerne pas seulement la France. En fait, si on s'éloigne encore un peu, si on prend encore du recul, on peut voir qu'il existe des tendances similaires dans d'autres pays. En Grande-Bretagne avec le Brexit, aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump, également en Italie avec la victoire du parti populiste, et même en Pologne où j'habite en ce moment. Partout dans ces pays, on observe que la société se divise en deux camps. D'un côté, il y a les personnes qui vivent dans les grandes villes, qui ont un bon travail, qui sont bien intégrées économiquement et qui constituent parfois les élites des pays. Et de l'autre, on a les habitants de la campagne et des petites villes qui ont des situations économiques assez difficiles, qui sont opposés à la mondialisation parce qu'ils ont peur que des étrangers prennent leur travail, et qui, globalement, se sentent abandonnés et marginalisés. Le problème, c'est que la division entre ces deux camps est de plus en plus importante parce qu'il y a une absence totale de dialogue. Les deux camps sont incapables de communiquer entre eux, et les politiciens, au lieu d'essayer de concilier ces deux visions, eh bien, ils choisissent soit de représenter les intérêts d'un camp, soit de l'autre. Donc en fait, les politiciens aussi mettent de l'huile sur le feu. Et on peut dire que la situation devient assez inquiétante. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère vous avoir aidé à comprendre ce mouvement des Gilets jaunes. Je pense que c'était un épisode peut-être un peu plus difficile que d'habitude. Parfois, je reçois des commentaires ou des messages pour me demander d'augmenter le niveau de difficulté du podcast, donc c'est ce que j'essaye de faire. Mais si vous avez l'impression que c'est devenu trop difficile ou que je parle trop vite, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire de ralentir.
Pour finir, comme d'habitude, je vous invite à laisser une petite évaluation sur iTunes ou sur Facebook si vous ne l'avez pas encore fait. Vous savez que ça m'aide beaucoup à faire connaître le podcast. D'ailleurs, vous pouvez aussi partager ces épisodes avec des membres de votre entourage, des personnes que vous connaissez qui apprennent le français. On se retrouve dans 2 semaines pour le dernier épisode de l'année, et en attendant, n'oubliez pas de faire un peu de français tous les jours. À bientôt, salut!